présentation. Voilà. Merci beaucoup. Content de te retrouver. Après, c'est Monsieur So. Monsieur So, Monsieur Chérif So. Bon, on va passer à Fatimata. Après, on va revenir à Monsieur So. Fatimata, tu peux te présenter? On fait le tour de table. Mais Fatimata n'est pas là. Pascaline? Bonjour tout le monde. Ah, Fati, tu es là. Ok, d'accord. Bonjour à toi. Je suis Fatmata Saoudou, étudiante en géologie appliquée et mine en fin de cycle Master 2. Je suis membre de l'AFEMIB. Tantôt, je fais partie de l'équipe technique de la mise en place du projet de renforcement des capacités économiques des femmes déplacées internes et autres dans les communes de Samsé et financé par l'ambassade de France. Je fais partie de l'équipe de Ariane et puis Tata ici, la présidente de la FEMI. Merci. Merci, Fati. Monsieur Soïla? Bon, on va demander à Pascaline. Oui, bonjour à toutes Pascaline, et bonjour à tous. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je suis Balbine Pascaline Ongba, je suis du Cameroun, présidente de l'Association des femmes du secteur minier du Cameroun. Et je suis très enchantée d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de ces échanges sur les solutions qui pourront permettre d'autonomiser nos femmes des zones minières artisanales. Donc, en tant que président d'association, c'est notre combat au quotidien de voir comment on pourrait davantage capaciter ces femmes-là pour qu'elles puissent qu'elles puissent prendre en charge elles-mêmes, parce que nous nous retrouvons dans un contexte de présence de richesse, mais dans un contexte où les opportunités pour ces femmes-là, elles ne les voient pas. Donc, je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Ça me permettra d'emmagasiner toutes les solutions qui seront partagées ici aujourd'hui, et me permettra également aussi, comme le fait déjà le Burkina, de voir comment mettre en place des projets qui peuvent permettre à ces femmes d'être plus autonomes. Je vous remercie déjà. Merci, Pascaline. Merci beaucoup. Monsieur Soïla? Non, bon, Yves, voulez-vous bien vous présenter, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup, Aïda. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Yves Bertrand, je suis un géologue de formation. Et voilà, je passe pas mal de temps sur le terrain avec les mineurs pour faire de l'appui technique surtout, mais d'autres choses aussi. J'ai participé à pas mal de projets, je connais certains d'entre vous. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Et voilà, donc je participe en ce moment à un projet qui est réalisé par l'Alliance pour une mine responsable au Burkina Faso, sur une dizaine de sites miniers, et je m'occupe de l'appui purement technique. Là, pour le coup, c'est que les machines. On essaye de sortir du circuit Mercure, en fait. Voilà. Et proposer des choses qui sont plus propres et plus efficaces aussi. Voilà. Merci. Merci, Yves. Je crois que c'est M. So. Ah, il y a Ulrika vient de se connecter. Ulrika, good morning. Good morning, how are you? I'm
fine. You could ask yourself, please. I'm quite fine. Your name, what is your duty on this debt exchange, because we are colleagues. Eureka, Eureka, hello. Can you tell the group a little bit about yourself? Sure, no problem. Thank you, Eureka. My name is Eureka Primus. It's raining here, very sorry. I am the president of the Guyana Women Miners Organization, as well as the Delve Knowledge Exchange Coordinator for the Caribbean region. Thank you. Thank you, Rika. Thank you so much. So we can start, I think. Linda, could we start? Yes, yes, sure. I will try to speak slowly for Eureka. Eureka, if you don't understand something, please write into the chat. I will translate for you. Yeah. Is it okay? Yeah. Go ahead, Ada. On va Et si elle a des problèmes, Ok. on va traduire pour elle. T'en fais pas. Parce que, bon, je dis à tout le monde, Eureka est des Caraïbes, elle s'occupe de la zone des Caraïbes, elle est anglophone et elle veut bien participer à nos forums parce que comme c'est une plateforme d'échange, même si elle est anglophone, elle va moins bon. C'est que bon, moi aussi je participe aussi à leur forum, donc c'est un partage, voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas faire un forum avec une présentation comme d'habitude. Nous allons plutôt essayer nous allons faire une table ronde de discussion avec pour thème quelle solution pour une autonomisation des femmes dans l'exploitation artisanale et artistique et chef. En fait, pourquoi ces points sont abordés? Parce que depuis le début du programme, ce qu'on a constaté, c'est que les femmes sont vraiment mises à part, elles sont marginalisées. Donc, c'est pour cette raison que nous avons dit, bon, nous allons échanger, nous allons faire un partage d'expériences, de success stories, de défis, de challenges, d'innovation et tout, parce que c'est ce qui peut faire que les mappeurs puissent aller de. On m'entend? Donc, alors, le plan? Oui. Alors je présente Delve Exchange. Delve Exchange est une plateforme en ligne c'est-à-dire qu'elle est comme je disais tantôt, c'est vraiment une plateforme pour le partage de connaissances, par la contribution, l'expertise, le soutien entre membres du groupe et aussi entre MAPE, parce que notre but ici, c'est de vraiment développer, soutenir et vraiment engendrer un changement positif pour les femmes dans ce secteur-là. Donc, et c'est aussi une plateforme qui est animée par des acteurs du secteur qui sont sur le terrain et d'autres qui sont aussi dans les ONG, les structures comme ARM. Donc, voilà. Donc, et nous avons aussi des partenaires comme Women in Mining and Energy. Il y a aussi, en fait, il y a toutes les organisations
WIM qui sont partenaires, comme le WIM Ghana, le Rwanda, voilà. Donc tous ces, je voudrais remercier toutes ces associations qui contribuent à comme on appelle ça, à alimenter ce groupe. Je vous informe que cette session est enregistrée. Alors, ici, je vous présente Blessing Ungwe. Elle est en charge du groupe anglophone. Manuel Reynoso, lui, il est en charge du groupe hispanique. Diane, elle est en charge de l'Indonésie. Linda, si j'ai oublié, parce que je sais que la zone de Diane est très large. Je sais qu'il y a l'Indonésie. Oui, Diane, effectivement, Diane est Asie Sud-Est et Pacifique. Donc, elle est indonésienne et la plupart des groupes sont d'Indonésie, mais elle a réussi à faire venir des gens de Myanmar, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de plusieurs différents pays. Elle a bien réussi. Et demain, elle a son forum et elle a un partage entre l'Indonésie et Myanmar. Wow, super. Alors, Eureka, c'est elle qui vient de se présenter. Elle est en charge de toutes les Caraïbes. C'est que tout ce qui est Pacifique, tout ça, elle est en charge de cette région. Rana, lui, il est en charge de la part Linda, j'ai vu le nom de la ville. Bon, c'est Asie Sud et Centrale. Centrale, parce qu'il y a le Kazakhstan, c'est ça, non? Il est indien. Il est indien et il est basé actuellement dans la ville de Jodhpur, qui est une très grande ville minière de calcite et plein d'autres genres de pierres de dimension. Et il est notre représentatif pour Asie Sud et Centrale. Donc, Népal, Bangladesh, Pakistan, et on espère bien le Kyrgyzstan, la Mongolie, toutes ces régions-là. Donc, voilà, Rana. Voilà. Il vient juste de rejoindre le groupe, mais très actif. Oui. Oui, très actif. Et puis moi, voilà, c'est bon. Voilà, toi. Voilà. Alors, on te connaît, voilà. Il y a aussi Kazasi bon, il y a l'équipe de soutien de Queensland. Il y a Daniel Frank, il y a Linda Lanson qui est avec nous, qui est une Africaine, une Togolaise. Et puis il y a Robin Evans et il y a Diana qui s'occupe beaucoup de la partie espagnole. Et donc, alors, les partenaires, en fait, c'est un projet AWIMA, c'est l'Association continentale des femmes du secteur minier, qui est présidée par Georgette Barnes du Ghana. Il y a l'OCDE, il y a le programme ACP, Union européenne pour le développement des minéraux mis en œuvre par le PNUD. Voilà. Alors, Dev Exchange, c'est vrai que c'est une plateforme qui, avec des groupes, on partage les connaissances, les bonnes pratiques, par les forums, par les formations et par les groupes WhatsApp que nous animons. C'est bon? Alors, il existe, nous avons, je crois que vous pouvez constater, il y a deux groupes WhatsApp. Il y a un qui est ouvert, où tout le monde peut intervenir. Et il y a un autre qui est par contre est fermé, mais qui prend les informations, les success stories, les informations très expressives, parlantes et comment on appelle ça? C'est que tout ce qui est vraiment expertise et qui parle des thèmes, ils prennent ça, ils mettent ça dans tous les réseaux mondiaux auxquels ils se sont
apprécié. Alors, le plan de notre table ronde aujourd'hui, j'ai essayé de faire light, pas trop lourd, parce que bon, nous, vous savez, nous, on n'avait pas depuis une semaine, ou plus, on était coupé de Internet, donc ce n'était pas aisé, mais bon, bref. Alors, donc, le plan, c'est quels sont les enjeux des ASM et quels sont les enjeux, quelles sont les solutions, comment définir ça? Quelles sont les contraintes? Est-ce qu'il existe des bienfaits de MAPE pour les femmes? Solutions, options, rôle et responsabilité. Voilà. Alors, donc, pour commencer, bon, j'essaie de faire une introduction afin que, bon, on jette déjà les dés pour la discussion. J'ai essayé de définir, j'ai dit que l'autonomisation économique des femmes est un processus qui comporte essentiellement deux volets, les ressources et les possibilités. Les ressources de production sont les avoirs dont les femmes ont besoin pour progresser économiquement. L'autonomisation des femmes et l'égalité entre les hommes sont des prérequis pour atteindre de la sécurité politique, sociale, économique, culturelle et environnementale parmi tous les peuples. Il y a des photos à côté. Ça, ce sont des photos d'Ariane où elles sont allées former des femmes déplacées qui sont sur les sites d'orpaillage. Et elles ont formé sur 4 volets. D'abord, il y a la production de soja qui est très nutritif. La production d'un ingrédient qu'on met dans tous les mets en Afrique. Et puis, voilà. Donc, bon, là, c'est la remise du matériel parce que la famille fait des dons. Donc, c'est la remise du matériel. Et là, c'est la formation. Bon, dans tous les cas, il y aura d'autres photos. Voilà. Donc, quels sont les enjeux? Maintenant, la parole est à tout le monde. Parce qu'on a constaté qu'au niveau du Burkina, il y a 2 millions environ de personnes, de population sur les sites miniers artisanaux. Est-ce que d'autres pays peuvent prendre la parole dès à présent pour dire bon, à peu près il y a combien, à peu près les statistiques et tout? Vous avez la parole. Allô, bonjour. Bonjour. Bon. Bonjour. 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 Oui, c'est M. Sow, shérif. Monsieur Shérif Sow, on vous cherchait. Oui, oui on vous écoute. J'étais là en fait, mais j'avais un problème de retour. Vous m'entendiez pas, mais moi je vous entendais. Ah, d'accord. Entendu. D'accord. Donc, merci beaucoup. Moi, vous êtes d'où? Oui, je suis du Sénégal. Oui. Je suis du Sénégal et ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je travaille sur des questions l'extraction minière artisanale à petite échelle. Donc, j'ai représenté une ONG canadienne au niveau régional. Et j'ai également travaillé comme consultant avec l'ONUDI pour accompagner beaucoup de projets au Sénégal, mais également dans la sous-région. Voilà, j'ai accompagné le Burkina c'est moi qui ai formé l'équipe burkinabé qui avait fait l'inventaire sur le mercure par rapport
au projet NAP sur la convention de Minamata, le Sénégal, le Mali, la Guinée également, où j'ai travaillé avec le département d'État américain pour mettre, et la GIZ pour mettre en œuvre des projets dans le secteur d'installation des unités d'équipement, des unités de traitement d'or sans mercure. Actuellement, je travaille comme consultant, comme freelance, donc dans le secteur, et je suis en train d'accompagner actuellement aussi le Tchad pour la mise en place de son plan d'action national également sur le mercure, conformément aux obligations de la convention de Minamata. Donc, voilà ce que je voulais un peu dire en résumé, ce que je fais dans le secteur. Et effectivement, la question du genre est aujourd'hui pris en compte dans le cadre de tous les NAP qui sont développés, et c'est une question également qui est transversale, qui touche toute la chaîne d'approvisionnement de l'or artisanal. Donc, par rapport à ta question, au Sénégal, par exemple, on a près de 50% sur 34 000 quelques mineurs directs qui travaillent, parce que le pays du Sénégal n'a qu'une seule région ou deux régions administratives où l'exploitation, contrairement au Burkina ou au Mali, où l'exploitation, surtout au Burkina, où l'exploitation est presque dans toutes les provinces. Au Sénégal, il n'y a que deux régions, et une région principalement qui consacre 95% des activités liées à l'EMAP, qui est vers la frontière entre le Sénégal et la Guinée. La population minière artisanale tourne autour de 35 000. Donc, les 35 000, près de la moitié, 46%, sont des femmes et qui sont impliquées de façon vraiment pas très au niveau stratégique. Parce, dans tous les sites, près d'une centaine, on a par exemple que 2 femmes qui sont chefs de site, donc sur près d'une centaine, donc ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. En termes de propriété, en termes de responsables au niveau des mines, je veux dire des puits, pratiquement on n'en a pas, les femmes jouent un rôle secondaire. Donc, contrairement, en Guinée, par exemple, que je connais beaucoup aussi, il y a plus de 50% des femmes sont constituées de 50% près de 50% ou bien un peu plus même, des orpailleurs est constitué de femmes. Et là, elles jouent un rôle plus important parce que surtout dans le traitement, où la plupart des unités de traitement appartiennent à des femmes qui ont également des moyens de transport à leur disposition. Mais là, le seul problème à ce niveau en Guinée, c'est que souvent, elles le font sous couvert de leur mari également, qui plus ou moins devient le gestionnaire de ces unités-là. Mais elles sont très présentes pratiquement sur toute la chaîne de valeur, sauf bien sûr sur la commercialisation. Voilà ce que je voulais dire pour le moment par rapport à cette question, et en attendant que votre présentation puisse se dérouler et finir. Et si on a encore d'autres interventions, on pourra le faire ensemble avec vous. Merci. Merci beaucoup, Aïda. Je voudrais demander une petite question. Merci. Vous n'avez pas mis votre nom, c'est juste iPhone. Quel est votre nom? Je n'ai pas noté. C'est Chérif Sow. Chérif Sow. Lui, il a mis son nom. OK. J'étais tout à l'heure en ligne. D'accord, merci. Et là, je me connecte. Oui, on est très concernés ici, Aïda et moi et tout le groupe, et on va venir à d'autres personnes tout de suite. Hein. Mais est-ce que le gouvernement du Sénégal a mis en train un processus de formalisation pour les mineurs? Oui. C'est au Sénégal, le processus, je peux dire, a démarré depuis 2005. Hein.
Depuis 2005 avec un projet qu'on appelait le PASMI, le programme d'appui au secteur minier, où il y avait un volet à l'orpaillage. Donc, il avait fait beaucoup de recommandations donc, dans ce sens. Mais malheureusement, ou heureusement maintenant, mieux vaut tard que jamais. Depuis 2013, quand même, les premiers actes de la recommandation, des recommandations de ce projet ont commencé à être à jour, avec d'abord l'arrêté organisant le secteur de l'EMAP, qui s'en est suivi de la création des couloirs d'orpaillage. Bon, peut-être qu'on pourrait revenir sur ça avec tous les problèmes. Oui, c'est aussi. très intéressant. Et si c'est possible, si vous avez des recommandations écrites, parce que Aïda et moi sommes en train de monter une présentation sur la formalisation à travers l'Afrique de l'Ouest, et c'est très intéressant de savoir. Aïda, il y a Pascaline qui a son main levée depuis. Oui, Pascaline, et puis iPhone, là, ça c'est pas... Pascaline, s'il te plaît, la parole. Oui, merci beaucoup Aïda et Linda. Je voudrais participer à la question en jeu pour dire que je pense en ce qui concerne les enjeux de l'autonomisation des femmes qu'il est d'abord question de connaissance. Parce que quand on a une bonne connaissance de l'activité, on peut percevoir toutes les opportunités liées à cette activité. Monsieur Sow le disait tantôt que les femmes sont présentes dans toute la chaîne de valeur. Mais encore, il faudrait que ces femmes-là qui sont parfois des pratiquantes ou même les femmes des communautés riveraines à l'activité sachent déjà que ce qu'il est question quand on parle de chaîne de valeur, qu'on sache également les opportunités qui peuvent être liées. Donc, moi, c'est la première question, c'est de savoir déjà de quoi on parle. Et maintenant, donc, les enjeux au niveau, quand on a déjà ces opportunités, on peut avoir les opportunités, mais comment se saisir des opportunités? Vous savez que la femme qui travaille dans le secteur minier a beaucoup de challenges. Ces challenges qui peuvent se résumer, on peut les résumer, on commence par l'éducation. Vous savez que l'artisanat minier se pratique dans les zones rurales. Donc, quand l'activité se pratique dans les zones rurales, c'est un peu compliqué pour ces femmes donc, qui sont la plupart du temps analphabètes de pouvoir s'élever. Elles ne peuvent être que des ouvrières qui travaillent la plupart du temps pour des hommes qui sont dans les chantiers ou dans les comptoirs ou ailleurs. Donc, c'est difficile pour elles. Elles sont cantonnées dans certains rôles qui ne leur permettent pas de s'élever. Donc, vous verrez peut-être, comme moi je parle du cas du Cameroun, il est difficile dans nos EMAP ici de trouver des femmes qui sont chefs de chantier. Mais vous rencontrerez facilement des femmes qui travaillent dans le transport, qui sont dans la finalisation avec l'utilisation du mercure. Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas se saisir de ces opportunités de chef de chantier? Parce qu'elles n'ont pas la connaissance peut-être pour monter un dossier pour avoir une autorisation d'exploitation artisanale. Et ça, c'est quelque chose qui est lié à l'éducation. Et autre, il y a également les discriminations culturelles. Si on prend peut-être le cas des femmes qui doivent d'abord avoir l'accord des maris pour entreprendre une activité. Donc, ça, c'est deux points déjà. Le troisième point peut être les questions pour s'élever, le problème d'accès aux terres. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans nos cultures africaines et il n'est pas aisé qu'une femme, il n'est pas même aisé, la femme n'hérite pas la plupart du temps parce que l'héritage se passe de père en fils. Donc, il est difficile pour une femme d'accéder à la terre, parfois même si elle n'a pas d'autorisation, mais comme la terre appartient aux frères, aux pères et autres, elle sera toujours obligée de travailler et on connaît combien elles peuvent être rémunérées. Donc, je crois que tout ça peut permettre à ces femmes-là de s'élever. Donc, il y a également les questions de financement. Ça, ce n'est pas le moindre mal. Quand on sait que pour que les femmes accèdent au financement, je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit, à certains endroits, il faut l'accord préalable des époux
pour accéder au financement. Et une autre question qui n'est pas de moindre, c'est des questions de violence basées sur les gens, les abus de toutes sortes pour les femmes qui travaillent dans les services. Parce que comme je disais, il y a des activités de la mine, même il y a également des activités de services qui sont des opportunités. Parfois, on peut faire un commerce et on n'arrive pas au bout avec son commerce parce qu'il y a toujours les insolvables et autres. Donc, moi, je me dis que les enjeux sont multiples pour autonomiser les femmes, mais les opportunités également. Donc, nous verrons ensemble tout au long de ce débat comment apporter notre contribution pour que nous ayons les informations qui puissent nous permettre de voir comment, dans le cadre ici en Afrique, comment est-ce qu'on peut apporter des solutions qui puissent permettre aux femmes de plus en plus de s'épanouir dans ce secteur d'activité. Merci, Pascaline. Les deux. C'est les deux, on peut les utiliser. Il y a quelqu'un qui s'appelle iPhone qui a levé la main. Je pense qu'il a déjà parlé, Aïda. C'est lui qui a parlé. Je pense qu'il y a maintenant Babi qui a sa main levée depuis. Hein? Babi, on te... Ok, merci beaucoup Aïda, merci beaucoup Linda pour cette question liée aux enjeux. Je pense quand même que, bon, je devais aussi partager l'expérience de la RDC. Je crois que la question fondamentale liée aux enjeux, où je pourrais dire que l'enjeu majeur pour la question de l'autonomisation de la femme dans les secteurs, je crois que la femme, c'est beaucoup plus question d'abord de survie et de son panier ménager. Nous sommes dans un secteur bien précis et on constate quand même qu'il y a des questions importantes donc, sur lesquelles il faut essayer de trouver peut-être des solutions. Et je vois vraiment que le premier problème majeur, à mon sens, c'est les cadres légaux et institutionnels pouvant aider à susciter ou à promouvoir cette autonomisation des femmes. Nous sommes dans un secteur, je prends par exemple en RDC, les secteurs industriels comparativement au secteur artisanal et semi-industriel. On a l'impression que le secteur artisanal emploie plus de monde et beaucoup de ménages vivent de ces secteurs-là que les secteurs industriels. Et comme nous l'avions dit déjà au départ, c'est que tout au long de la chaîne des valeurs de cette exploitation, mais les femmes interviennent. Mais les femmes interviennent à quel niveau, par exemple? Ça, vraiment, c'est des questions importantes sur lesquelles nous devons essayer de répondre. Parce que, par exemple, là où il y a des coopératives minières, par exemple, c'est peut-être sur 100 coopératives minières qu'on peut trouver, par exemple, une seule coopérative qui est dirigée par une femme. Et si c'est dirigé par une femme, donc ça veut dire que c'est juste question de prête-nom, soit c'est quelque chose pour son mari qui est par exemple le politicien et qui ne veut pas donc le faire. Mais est-ce que nous avons par exemple les lois qui essaient de promouvoir donc les femmes à créer par exemple leur propre coopérative? En termes par exemple même des sites d'exploitation. Donc vous allez trouver que rares les femmes sont propriétaires des sites d'exploitation. Et lorsqu'on veut parler de l'autonomisation, mais c'est bien, mais il faut vraiment qu'on voit c'est à quel niveau où on veut vraiment placer la femme. Est-ce que c'est juste au niveau des transports, par exemple, des minerais du site vers les lieux là où il faut commercialiser? Est-ce que c'est la question, par exemple, des petites activités commerciales que les femmes font tout autour des sites miniers? Moi, je pense que tout ça, ce sont des questions importantes donc, sur lesquelles il faut regarder. Mais au-delà de ces questions, je pense qu'il y a aussi le préjugé de nos pratiques africaines bon, qui font parfois bon, que les femmes ne peuvent pas accéder à certains postes de responsabilité tout au long de la chaîne.
Même par exemple, pour par exemple les coopératives qui fonctionnent, dans la question par exemple de la petite mine, est-ce que les femmes, on leur accorde la chance d'accéder par exemple à l'emploi ou au travail au même titre que les hommes? Il y a déjà nos lois qui sont peut-être entre guillemets un peu discriminatoires. Pour que la femme travaille, elle va toujours demander l'autorisation de son mari. Moi, je pense vraiment que nous avons vraiment donc tout un détour d'abord à cerner, à comprendre et à bien proposer des solutions pour chercher évidemment cette question-là de l'autonomisation de la femme. Il y a par exemple la question, donc c'est vraiment les secteurs miniers par exemple, c'est un secteur parfois à haut risque, on peut mettre des moyens, on n'est pas sûr de les récupérer. Est-ce que nos gouvernements par exemple ont des politiques d'octroyer par exemple des prêts à des mouvements féminins ou à des associations de femmes dans les secteurs? Je crois quand même que nous avons plusieurs questions qui restent en suspense, donc sur lesquelles je pense quand même que nous devons beaucoup plus mieux creuser et trouver des pistes de solutions à ces problèmes-là et avancer avec un plaidoyer dans un sens positif pour que cette question-là de l'autonomisation de la femme, donc qu'elle ne reste pas une question donc sur des banderoles, mais que ça puisse vraiment donc se traduire en réalité sur terrain pour voir effectivement qu'il y a quand même l'autonomisation de la femme dans les secteurs. Merci. Merci, Babi. Ce que tu viens de dire est vraiment essentiel parce que nous avons prochainement dans les interventions de la plateforme un forum qui va s'articuler d'abord autour de la formalisation. Quand je parle de formalisation, c'est surtout comment fédérer les femmes, comment comme avait dit aussi Balbine, le manque de connaissances fait qu'elles ne savent pas que peut-être qu'elles doivent mutualiser leur énergie, leurs efforts, leur potentiel, mais en se faisant reconnaître sur le plan légal, même si c'est un groupement d'intérêt économique, une coopérative, une association, parce que sans ça, elles ne pourront pas avoir accès au financement formel. Parce qu'au niveau du Burkina, par exemple, nous avons une banque qui est uniquement dédiée aux femmes. Mais lorsque la fois dernière, nous sommes allés à l'ouest, au sud-ouest du Burkina, lorsque nous avons dit aux femmes qu'il y a une banque où les fonds sont uniquement destinés qu'aux projets portés par les femmes, elles étaient étonnées. Donc, le manque de connaissances, le manque de choses, éducation, tout ça aussi fait que comme tu l'as si bien dit, il faut qu'on fasse une sensibilisation, un plaidoyer, qu'on ait leur... C'est-à-dire qu'il faut qu'on les accompagne pour qu'elles puissent atteindre ce niveau-là. Sinon, elles vont rester dans la pauvreté, dans la misère, dans les sous-emplois, dans la violence et tout. Donc, effectivement, il faut qu'elles passent par cette étape-là et que nous puissions les accompagner pour qu'elles aient accès au financement. Sinon, sans ça, ce n'est pas possible. C'est ce que je veux apporter. Qui a demandé la parole? Bon, moi, je voulais prendre la parole. Oui. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que ici, c'est écrit ProBook. Bonjour. Bonjour, moi, c'est Dr Zongo. Je suis chercheur sur les questions extractives, surtout dans le domaine de l'IMAP, parce que j'ai fait une thèse sur ces questions extractives à Paris 1. Je travaille beaucoup sur ces questions actuellement au Burkina Faso. C'est vraiment que c'est vraiment une thématique très intéressante. Voilà, mais du coup, je pense que tous ceux qui ont eu à intervenir ou j'ai eu à écouter, les gens sont revenus également sur la place de la femme, également pour que l'autonomisation de la femme dans le secteur de l'IMAP soit vraiment une réalité. Mais le problème fondamental ici, quand on prend les codes miniers des pays africains qui sont même, presque les mêmes un peu partout, et la place de la femme est vraiment marginalisée. Donc, je pense pour ma part que pour qu'il y ait vraiment une autonomisation de la femme également dans le secteur de l'IMAP, il faut vraiment des plaidoyers, des campagnes de sensibilisation également auprès de nos autorités
pour que la place de la femme également dans le domaine foncier d'abord, et n'en parle même pas de l'exploitation minière, soit vraiment une réalité également dans les pays africains, en l'occurrence le Burkina Faso. Également aussi, et quand on prend ces dernières années au Burkina Faso, il y a vraiment les partenaires techniques et financiers qui se sont inscrits dans la dynamique également de promouvoir l'exploitation de l'or responsable. Quand on parle de l'exploitation de l'or responsable, c'est l'exploitation de l'or sans violation des droits humains, en l'occurrence les femmes, les enfants, également aussi sans l'utilisation des produits chimiques comme le mercure, également le cyanure pour souvent la cyanuration lors des rejets. Également, dans cet aspect de promouvoir également l'or responsable, selon mes observations sur le terrain, c'est que la place de la femme est vraiment marginalisée également. Parce que si on tente de promouvoir ces techniques d'extraction dans le secteur de l'UMAP sans l'utilisation des produits chimiques, sans également le concassage, alors qu'on voit que les femmes, durant toute cette chaîne-là, et en termes d'eau, parce que quand on parle de promouvoir l'or responsable, il y aura l'eau, ils vont construire des châteaux, il y aura des machines concasseuses. Donc, tout ça, la place de la femme également est vraiment menacée. Donc, pour ma part, je pense que c'est vraiment une thématique d'actualité. C'est de voir ensemble avec les autorités ou les chambres fêtières. Par exemple, au Burkina Faso, nous avons ce qu'on appelle la chambre des mines. Également aussi, il y a la direction, également l'ANIMA, c'est une structure qui s'occupe de l'encadrement du secteur du l'orpaillage au Burkina. Voir comment la place de la femme qui est vraiment menacée actuellement dans le secteur de l'IMA, parce que quand il parle de menacée, parce que si cette technologie-là gagne de l'ampleur dans les sites d'orpaillage du Burkina, c'est-à-dire que la femme n'aura plus rien à faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour la femme? Est-ce qu'il faut se limiter seulement aux activités génératives de revenus? Donc, il y a toutes ces questions. Donc, voilà pourquoi je reviens chaque fois effectivement pour dire que c'est une thématique très intéressante. Mais c'est voir comment on peut initier vraiment des plateformes, des échanges également avec les autorités pour que les gens puissent prendre en compte également la place de la femme dans ce secteur. Je vous remercie. Merci. Je voudrais poser une question au groupe. Je suis très intéressée par le banque à Burkina Faso, le banque des femmes. Est-ce que ces genres de banques pour les femmes existent au Sénégal, au DRC, Cameroun? Parce que ça n'existe pas chez moi. Vous me posez la question? Oui, oui, je pose la question. Babi, dites-moi, est-ce qu'il y a une banque des femmes? Je disais que chez moi, ça n'existe pas. D'accord. Et Pascaline? Chez moi également, ça n'existe pas pour l'instant. D'accord. Et Sénégal? Sénégal, bon, en fait, ici, il n'y a pas de banque spécifique, mais il y a des projets, par exemple, qui ont été, pas de façon spécifique dans le secteur de l'orpaillage, des projets qui sont dédiés à des femmes, à financer des femmes et des jeunes, on appelle le DER. C'est un projet de financement rapide des activités de femmes. Microfinance. Mais malheureusement, je n'ai pas encore connu un financement de ce projet au niveau de l'activité d'orpaillage. En général, même tous les projets de l'État ne sont pas encore tournés vers l'activité d'orpaillage. Merci. Je vois que Yves a levé sa main. Yves. Oui, merci Linda. Je voulais faire deux commentaires. Donc, juste pour informer qu'actuellement au Burkina Faso, il y a Impact et ARM qui développent un projet de tontine, c'est-à-dire des mécanismes d'épargne spécifiquement orientés vers les femmes. Et là, pour le coup, spécifiquement orientés vers les femmes qui exercent des activités minières pour déployer leurs projets. Dans le passé, on a fait des essais dans le sud-ouest du Burkina Faso, du côté de Gombelédougou, sur les hauts plateaux, où, avec la coopérative minière, il y a eu une intégration en fait, des femmes minières qui opèrent sur l'or dit de surface, c'est-à-dire l'or
l'or qu'il y a très proche de la surface du sol, qui est moins concentré, donc il n'intéresse pas vraiment les hommes, parce que les hommes travaillent surtout là où c'est très riche, là où c'est intéressant. Et donc, je me souviens que finalement, c'était quelque chose d'intéressant de voir que sur une coopérative de 70 hommes, il y a plus de 120 femmes qui sont devenues membres et qui, par leur cotisation comme membres de la coopérative, ont apporté un capital de 600 000 francs dans la coopérative. Donc, elles ont acquis tout de suite une position pas dominante, parce que c'était les hommes qui dirigeaient la mine, la coopérative, mais intéressante parce qu'elles avaient du coup un levier de pouvoir fort. Et dans ces activités, elles ont souhaité non seulement faire ça, mais aussi faire des activités autres, des alternatives à la mine. Et donc, il y a un jardin maraîcher qui s'est développé sur les fonds de la coopérative. Donc ça, c'était intéressant. On a fait une formation avec une ONG qui est spécialisée dans ces jardins avec comment on appelle, des pratiques de culture durable, écologique. Et je crois que c'est une expérience qui dure toujours. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, je voulais aussi ajouter sur le fait que c'est intéressant de voir les différentes situations dans les pays qui ont été évoquées par Babi, Pascaline et les autres. Pour revenir sur le Cameroun, on avait fait, c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Pascaline aussi, on avait fait des premiers projets pilotes dans les années 2015-2016 et on avait fait des enquêtes. Et en cherchant dans les enquêtes, on voit que les femmes, pratiquement dans les enquêtes qu'on a faites, toutes les équipes de mineurs dans l'est du pays sont mixtes. Et les femmes occupent beaucoup les positions de lavage du minerai, qui sont des positions, je dirais, moins valorisées que les autres. Mais il y a quand même une partie non négligeable de femmes, je dirais 20%, qui occupent aussi d'autres postes, des postes au niveau de l'extraction, des postes même de chef de chantier. Et c'est intéressant de voir que c'est très différent de la position des femmes en Afrique de l'Ouest, par exemple. Moi, j'ai trouvé que les femmes avaient une position plus forte dans cette partie-là de l'Afrique, en Afrique centrale de l'Ouest, on va dire. Et surtout que c'est lié aussi peut-être à une organisation dans les équipes qui est légèrement plus horizontale, j'ai l'impression, que dans d'autres pays. Voilà, c'était mes remarques par rapport à ça. Et je voudrais juste ajouter que le truc intéressant, qui pourrait être intéressant à faire, ce serait de véritablement lancer de l'appui technique aux femmes qui exercent ces activités pour leur donner une capacité, ou disons pour leur donner en fait une représentation plus forte par rapport à ce que font les hommes. C'est-à-dire, si les projets eux-mêmes s'intéressent aux femmes directement en faisant de l'appui technique aux femmes, aux groupements de femmes, ça change aussi le point de vue de tous les acteurs locaux, quoi. Donc ça peut être intéressant, quoi. Voilà, merci. Merci Yves. Je voudrais clarifier quelque chose. Quand j'ai dit qu'il y avait une banque, qu'il y avait un fonds, en fait, c'était un fonds qui n'est pas uniquement dédié au secteur de l'orpaillage. C'était un fonds qui existe depuis 30 ans. C'est le fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. Et ce fonds, en fait, ils appuient pour la formation, pour la gestion et en fait, ils accordent du crédit. C'est vrai que c'est uniquement dédié aux femmes, mais c'est que ils sont disséminés sur tout le territoire, mais il y a de nombreuses femmes qui ne savent pas que ce fonds aussi leur aide
dédié. C'est lorsqu'on les a informés qu'elles ont dit, ah bon, on ne savait pas. Et actuellement, ils sont en train de se mettre en synergie avec d'autres fonds qui sont aussi dans la même dynamique. Donc, en fait, ça dit que le FAF fait la promotion de l'accès des femmes au crédit avec un appui des offres de formation en gestion financière, en éducation financière, puisque comme les banques classiques ne font pas confiance du tout, bon, c'est vrai que EcoBank a commencé à s'intéresser, mais bon, ce n'est pas demain la veille, mais c'est seulement pour dire que le FAF intervient dans tout ce qui est activité génératrice. Oh, quelqu'un a quelque chose à dire? Ah, merci beaucoup, Aïda. C'est très intéressant. Ces exemples sont très précieux. Merci aussi Yves et Pascaline et aussi Babi. C'est des choses dont on va apprendre vraiment. C'est pas renouveler, comme on dit en anglais, on va refaire le roue. Hein. C'est pas à faire. Il y a de bons exemples. Et Aïda, si tu peux mettre le nom de ce fonds dans le chat, comme ça, on va essayer de voir. Je vois que Madame Martina a levé sa main. La parole est à toi. Merci. OK. Je vais compléter pour ce qui est de l'éducation financière. Je pense que c'est quelque chose d'important pour les femmes qui sont dans l'exploitation artisanale de l'or. Parce que la plupart du temps, on fait l'inclusion financière et non l'éducation financière. Vous voyez, les banques essaient d'ouvrir la possibilité à certaines personnes marginalisées d'avoir accès aux banques et au crédit. Pourtant, on remarque aussi que dans la mise en œuvre de leurs actions, n'ayant pas reçu d'éducation financière, elles prennent des crédits, mais après, elles ont du mal à rembourser. Le projet ne marche pas parce que rien n'a été totalement bien planifié, parce qu'elles n'ont pas reçu une éducation financière qui va les amener vraiment à être des entrepreneurs de longue durée. Donc, le programme d'éducation financière, c'est ce programme-là qui permet d'accompagner l'inclusion financière. Parce que qui dit aujourd'hui inclusion financière sans éducation financière, c'est vraiment de l'échec. Et donc, il y a des structures comme notre structure qui fait de l'éducation financière au profit des personnes marginalisées. Et ça donne vraiment un contenu qui permet d'amorcer l'épargne, l'économie, comment économiser, comment on appelle, pour un projet, comment épargner les ressources, comment exploiter les ressources qui sont mises à notre disposition. Et comme ça, et dès que la personne est très bien formée sur la possibilité financière, la personne maintenant face à une inclusion financière est plus réceptive et en ce moment est plus compétent. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Et l'éducation financière, et nous, on associe éducation financière à éducation sociale pour qu'on puisse trouver une mesure entre l'éducation sociale qui donne les compétences sociales à un être humain de pouvoir exercer, de pouvoir vivre dans un milieu, et l'éducation financière va lui permettre de mesurer ses ressources, d'économiser ses ressources et de pouvoir être un entrepreneur bien aguerri. C'est ce que je voulais ajouter. Merci Martine, parce que là, on apprend, l'éducation financière, je crois que c'est une étape à laquelle il faut que nous passions. Martine, je peux te demander quel est le nom de le programme dont vous parlez, dont tu parles? Le programme est fait dans le cadre de notre structure qui s'appelle Action de femmes, mais c'est un programme d'éducation sociale et financière. OK. Et donc, on organise des formations, on organise des formations en éducation sociale et financière au profit
des groupes vulnérabilisés. Il y a monsieur qui parlait tout à l'heure, je crois que c'est Yves Bertrand qui parlait tout à l'heure des tontines qui sont organisées au profit des femmes. Effectivement, je crois que dans notre groupe, on a plus de 300 femmes qui sont organisées en petites coopératives et on s'est rendu compte que c'est important, à côté de cette tontine qu'elles arrivent à faire entre elles, qu'elles aient des compétences en matière de gestion financière. Et c'est voilà, cette gestion qui permet de faire de l'épargne pour un projet. On n'épargne pas pour déposer, mais on épargne pour un projet. Et ça rend voilà, l'activité des femmes plus durable et plus économique. Et ça les rend autonomes. D'accord, merci beaucoup. Non, ça c'est très intéressant, Martine. Merci beaucoup. Je vous en prie. Martine, on passe à la Aïda, on passe à la prochaine diapo. Oui, au point 2, oui. Parce que c'est très riche notre discussion. Je n'ai pas envie de le quitter, mais bon, on va voir. Mais on va le point 2. Quelles sont les contraintes? Il a été abordé déjà. Oui, certainement. Par tout le monde. Par Balbine, je pense, je ne sais pas s'il faut, sinon ça a été, je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter peut-être? Cette table de discussion, c'est free. Vous voulez qu'on parle de la présentation sociale? Je crois qu'on en a parlé quand on a dit que les femmes opèrent souvent sous le couvert du mari. Tout ça, c'est les présenteurs surtout culturels. D'accord. On passe à la prochaine. Si vous voulez. Est-ce que quelqu'un a des choses à dire à propos des contraintes? Je sais que c'était déjà peut-être dit, mais peut-être il y a quelque chose qui se lève maintenant. Oui, moi, je voulais ajouter quelque chose. Oui, vas-y. Voilà, c'est vrai qu'il y a cette présentation sociale-là, mais il y a une situation contraire qui s'affiche. En même temps, les femmes, elles ont la charge économique, ou du moins la charge des dépenses au niveau des enfants. Donc, ça fait que quel que soit le projet elles vont entreprendre, si par exemple le revenu de ce projet n'est pas à mesure d'assurer certaines dépenses, ça joue sur elle. C'est vrai, aujourd'hui, on parle de, bon, la femme ne peut pas entreprendre sans l'accord de l'homme, mais en réalité, quelque part, même si elle a l'accord de l'homme, il y a le fait que certaines dépenses retombent sur la femme parce que c'est elle qui est beaucoup plus proche à la maison. Je parle du cas des femmes que nous avons dans notre groupement, près de 300 femmes, et on a eu à avoir des échanges avec ces femmes-là. Et la plupart du temps, ce qui les fait échouer dans leur projet, c'est le poids des dépenses familiales. Et donc, vous voyez comment c'est comment on appelle, ce paradoxe-là, c'est paradoxal. Elles n'ont pas le droit d'avoir une activité économique sans l'accord de leur mari, mais au fond, c'est elles encore qui doivent supporter certaines dépenses régulières de la famille. Le mari, il est là pour peut-être des grosses réalisations qui ne sont pas habituelles, mais en milieu rural comme dans les zones un peu périphériques de la ville, et les femmes sont surchargées de dépenses. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter. Merci Martine. Il y a Babi qui a levé la main. Oui, en fait, bon, je voulais juste faire un commentaire là sur la question là des contraintes. Et je suis tout à fait d'accord avec Martine lorsqu'elle parlait des questions de capacité en matière de gestion financière. Je pense quand même que ça c'est très, très important. Et en fait, donc, si on veut aller vers cette question d'autonomisation de la femme, c'est vrai que la femme a besoin d'être quand même renforcée en capacité sur la question de la gestion financière. Mais au fait, je me dis aussi, bon, cette question reste aussi assez complexe
Et il faut toujours voir les autres facteurs, hein, au-delà de ça. Nous avions vu les expériences, bon, pas forcément dans les secteurs miniers, aussi dans d'autres secteurs, où vous voyez par exemple une institution de microfinance qui alloue par exemple des crédits à des mamans marchandes. Mais la question parfois que Martine était en train de soulever, c'est de dire, bon, parfois les femmes là ne sont pas à mesure de rembourser dans les temps, et ainsi de suite. Mais quand vous essayez de creuser la question, vous allez vous réaliser qu'il y a aussi d'autres facteurs. Parfois, les institutions financières ne donnent pas assez d'informations à ces femmes-là. Déjà, la première des choses, c'est parfois en termes d'échéance. Parfois, l'échéance qu'on accorde, donc ça veut dire peut-être la femme donc, doit aller chercher sa marchandise quelque part avant qu'elle amène la marchandise. Donc, elle est déjà à l'échéance où elle doit déjà commencer les remboursements. Or, elle n'a pas encore vendu. Et cet aspect, en tout cas, ça reste quand même un aspect donc très important qu'il faut regarder. Aussi, la question, c'est la taille aussi des financements. Bon, vous donnez bon, à quelqu'un, bon, s'il faut que je parle à monnaie, bon, peut-être 50 000 francs CFA, équivalent hein, à $100, peut-être avec un taux d'intérêt excessif. Tout ça, ce sont des aspects donc, qui permettent. Mais la question, c'est de dire comment aller dans le sens de faciliter ces prêts pour quand même que ces femmes, après 3 mois, après 6 mois, après, je sais pas moi, une année, qu'elles soient quand même autonomes. Ça vraiment, donc, c'est aussi un autre facteur qu'il faut beaucoup plus regarder. Merci, Babi. Il y a Pascaline qui a levé la main. Oui, Aïda, je voulais juste passer rapidement. Hein. Je crois que les uns les autres sont déjà, on a échangé dessus, mais je crois qu'il est important d'appuyer, de revenir dessus. Vous savez, cette charge sociale, les femmes, ce sont celles qui s'occupent de la famille. Et c'est important dans la mesure où vous voyez peut-être que les femmes sont obligées d'amener les enfants dans les sites. Et ces questions-là n'ont pas... il n'y a pas de solution pour ces questions des enfants qui travaillent dans les chantiers, qui vont avec les mamans parce que on n'a pas trouvé de moyens comment les enfants peuvent être gardés et autres. Ça fait que la femme ne peut pas travailler, donner le plein. Elles ne peuvent pas donner le meilleur d'elles-mêmes parce qu'en même temps, elles font 3 choses à la fois. Elles devraient regarder, travailler, courir, regarder ce que les enfants font. Entre-temps, également, rentrer le soir pour s'occuper de la cuisine et autres. Je crois que c'est tout un package qui fait à ce que les femmes puissent de plus en plus, c'est-à-dire que qui dilue le travail que les femmes pouvaient faire. Ça veut dire qu'un travail qu'on pouvait faire comme tout le monde, peut-être en 8 heures de temps, on est obligé de faire ce travail en 3 heures et avec les résultats que vous connaissez. Donc, c'est quelque chose également qui impacte fortement l'autonomisation des femmes dans le secteur de l'artisanat minier. C'est effectif. Ce que Balbine vient de décrire, c'est ce que nous voyons tous les jours, ce que nous constatons depuis des années. Tout à fait, en accord avec toi. Bonjour, M. Dima. Bonjour, Madame Tamboura. Allô? Comment allez-vous? Allô? Vous voulez bien vous... Oui. Bon, je viens de me connecter. Bonjour à tous. Oui, je sais, c'est pour ça. J'ai également quelque chose au niveau des contraintes. Il y a la capacité des femmes et de leur communauté EMAP à articuler, à défendre les besoins et les préoccupations des femmes. Et récemment, nous avons fait un partage sur le groupe WhatsApp et nous avons vu une image de quelque chose qui s'est passé, la même dame qui est confrontée à l'usage donc du mercure. Donc, malgré le mal, elle n'avait pas la capacité voilà, de se défendre et même de soumettre ses préoccupations aux autres femmes ainsi qu'à toute la communauté. Donc, je vais souligner que c'est une contrainte. Donc, il y a une insuffisance de capacité des femmes
et de leur communauté des MAP, articuler à se défendre face aux besoins de leurs préoccupations. Et j'ajouterai qu'il y a les possibilités de sensibilisation et de leadership pour des femmes sélectionnées pour des communautés des EMAP. Donc, il faut les identifier et améliorer donc ces compétences-là. Allô? Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les capacités, inculquer le leadership, c'est ce qui les phrases sorties de leur statut actuel. Tout à fait d'accord. Aïda, je passe à la prochaine. Oui, oui, j'aimerais poser une question, si vous me permettez. Vas-y. Allô? Oui. Est-ce qu'il y a la capacité, qu'en est-il de la capacité de recherche de partenariat? Je n'ai pas bien compris la question. Vous pouvez répéter? Et au niveau des contraintes, peut-on souligner l'incapacité de recherche de partenariat au niveau des femmes? Ah oui, parce qu'il faut bien que, comme a dit Balbino au tout début, le manque de connaissances aussi ne leur fait pas percevoir qu'elles peuvent aussi se mettre à la recherche de partenaires. Donc, tout ça, c'est un accompagnement, un accompagnement qui est impératif de la part de structures comme ARM, comme tout ce qu'il y a comme ONG, comme... C'est-à-dire qu'il faut qu'on les accompagne, c'est obligé. Je trouve que c'est une très bonne question. Oui. Moi, je suis un peu associée à des coopératives au Madagascar, en fait. Et vraiment, c'est le partenariat, surtout avec d'autres femmes et d'autres groupes d'acheteurs, de marketing, etc., qui font toute la différence. Hein. Donc, c'est très important de changer un peu l'optique et trouver des partenariats avec d'autres personnes, qui n'est pas toujours évident quand tu travailles pour toi-même. Bon, troisième question. Est-ce qu'il existe des bienfaits de l'EMAP pour les femmes? Avantages et une statistique très intéressante qu'Aïda a trouvée de INSD. Quels sont les avantages? Est-ce qu'il y a des avantages? La parole est à qui veut la prendre? Oui, et je vais m'y essayer parce que vous savez, la plupart du temps, je me dis que l'activité d'artisanat minier a été reconnue. C'est une activité qui a été reconnue par les 13 autres instances. Nous sommes dans le secteur minier et toute activité qui peut contribuer à l'épanouissement, qui peut contribuer même à donner les moyens aux familles pour se prendre en charge est une activité, quoi qu'elle soit pénible, qui mérite d'être encadrée. Donc, je me dis, en ce qui me concerne, que l'artisanat minier, c'est une mine d'opportunités, comme on l'a dit tantôt. C'est-à-dire, nous avions dit que c'est une chaîne de valeur qui va des prospections aux autres. Donc, il y a les services, il y a toutes les autres activités. Les femmes ont la place pour s'impliquer grandement et trouver tirer leur épingle du jeu. Donc, tout ce que nous pouvons ajouter à cela, c'est juste que pour l'instant, il y a les contraintes. Et comment est-ce qu'on fait pour lever ces contraintes-là? Je crois que ça devrait être la question majeure. Que ce soit les femmes qui pratiquent l'activité dans l'artisanat, que ce soit les femmes de communauté. Vous n'allez pas me démentir que quand une mine s'installe quelque part, si c'est une mine industrielle, il y a les activités qui se font déjà dans la chaîne de valeur, mais il y a également ces activités connexes qui sont liées, donc le transport, la restauration, on peut dire, comment est-ce que je peux dire ça,
les autres activités comme même la gestion de l'environnement et autres. Donc, moi, je me dis qu'il faudrait seulement que ces activités-là soient plus formalisées parce que quand l'activité est formalisée, on peut la tracer et où il y a des manquements, des difficultés, on peut apporter des solutions qui puissent permettre que l'activité soit rentable pour la personne qui la pratique. Les femmes, quoique l'activité soit difficile, elles peuvent tirer leur épingle du jeu. Il y a Martine, je pense. Oui, vas-y, Aïda. D'accord. Moi, je voulais ajouter, quand on parle d'avantages économiques, je dirais plutôt que c'est des avantages économiques immédiats. Vous voyez, quand cette activité permet à la femme d'assurer certains besoins réguliers de la maison, de payer la scolarité des enfants, c'est des avantages économiques immédiats. Maintenant, qu'en est-il de leur santé? C'est-à-dire, quelle est l'économie qu'elles font de leur santé dans l'exploitation actuelle qu'elles font? Donc, ça me fait me dire que si dans l'immédiat, elles arrivent à subvenir à certains besoins, pourtant elles sont exposées et que plus tard, au bout de 5 ans, 6 ans, 10 ans, elles commencent à développer des maladies. Je me demande maintenant quel a été le poids de cet avantage économique sur leur santé. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Donc, avantage économique, je dirais oui, immédiat, parce que l'activité n'est pas très bien encadrée, les femmes ne sont pas très bien protégées, elles ne sont pas très bien, comment on appelle, éduquées, formées. Et donc, ça fait que, bon, voilà, on gagne un peu de l'argent, mais on détruit sa santé pour le peu qu'on gagne. C'est ce que je pouvais ajouter. Tout à fait. C'est vrai que l'impact financier est immédiat, mais après, les maladies là, qui sont sournoises, insidieuses, se déclenchent. Et puis, finalement, au finish, il n'y a rien. Voilà. Donc, moi, je dirais qu'au finish, ça n'en valait pas la peine. Et ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est vraiment accompagner ces femmes-là. Parce que quoi qu'on dise, l'or, c'est une ressource naturelle. Les minéraux, ce sont des ressources naturelles. C'est comme dans d'autres pays, des gens qui exploitent les pierres précieuses au bord de la mer pour faire des bijoux et tout. Mais ça n'a pas d'effet. On ramasse les pierres au bord de la mer et en fait, ça fait une activité naturelle parce que comment on appelle, c'est le trésor du pays. Malheureusement, chez nous, pour certaines extractions, pour certains minéraux, il y a un risque énorme sur la santé et qui me fait douter maintenant sur son avantage économique à long terme. Je ne pense. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec la main? Babi, peut-être vous êtes toujours. Ouais. Oui? En fait, ce que je voudrais dire, c'est que bon, nous sommes quand même tous conscients que bon, ces secteurs, s'il n'est pas assaini, bon, ils présentent quand même assez des risques. Mais le fait quand même déjà d'avoir ces secteurs, pour moi, c'est quand même une opportunité économique pour les femmes. Comme je l'avais dit encore au départ, c'est que quand nous regardons dans nos pays africains, les secteurs industriels, comparativement au secteur artisanal et à petite échelle, nous réalisons que beaucoup de ménages vivent du secteur artisanal, mais la question la plus importante, c'est de voir comment on peut l'assainir pour que les avantages là, économiques ne soient pas seulement à court terme, que ce soit vraiment à long terme. La difficulté, c'est que c'est à court terme parce que même les politiques du gouvernement pour assainir ces secteurs-là, c'est déjà un défi. Et donc, pour permettre que ces ressources-là puissent se transformer en avantages économiques, à mon sens, il faut assainir les secteurs. Et pour arriver à assainir les secteurs, c'est que nous avons quand même un très grand rôle à jouer en tant qu'acteurs des changements pour pousser quand même les gouvernements à assainir ces secteurs-là. Merci.
Bon, Merci, Cathy. Aïda, je passe à la dernière. Yeah. Ouais. On- Lina, il va lever la main. Il y a quelqu'un qui a levé la main? Je ne vois pas. C'est qui? Yves. C'est moi. Yves. Ah, bonjour Yves. Non, je vais être très rapide. Je voulais abonder. Je suis d'accord complètement avec ce que dit Babi. Mais d'un autre côté, voilà, on se pose la question aussi de penser la mine artisanale et le rôle des femmes dans la mine artisanale, mais aussi dans toute la société. C'est comme un peu le problème de la formalisation. On demande à la mine d'être formalisée dans une société où 90% de l'économie est informelle dans d'autres secteurs. Donc, effectivement, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a un endroit où les femmes ont la possibilité d'être plus autonomes financièrement et du coup, peut-être d'être leaders sur des changements qui peuvent intervenir dans la société, dans l'ensemble, quoi. Et ça, c'est très intéressant, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Yves. C'est un apport riche. Merci beaucoup. Allô? Qui a demandé la parole? C'est iPhone. Alors oui. Excusez, hein, le shérif So. Donc, allô? Oui, vous êtes On là. vous entend. Il y a des coupures. Oui, c'est Allô? partout maintenant. Allez-y, Vous m'entendez? allez-y, allez-y, on vous entend. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Avant tout, je dis un bonjour à Yves. Oui. Donc, les bienfaits, je crois que de l'activité aujourd'hui ne se démontrent pas. Je donne moi juste pour aller très vite l'exemple au Sénégal en 2014-2015, on avait procédé à la fermeture des sites d'orpaillage. Mais en quelques mois, les autorités se sont rendues compte que c'était une activité en fait qui était... Allô? Oui, on vous entend, on vous écoute. Il y a des gens qui ont ouvert leur micro. Est-ce qu'ils peuvent les fermer? Sinon, ça va créer des interférences. Je m'excuse. OK. Donc, j'ai donné l'exemple du site d'orpaillage au Sénégal qui était intervenu entre 2014 et 2015, où au finish, ce sont les autorités administratives même qui étaient chargées d'appliquer cette mesure, qui plaidait pour sa réouverture au niveau de Kédougou. Parce qu'à un moment donné, cette activité fait vivre au-delà directement les populations minières, mais également la population générale de Kédougou en période de chaleur. Il y a beaucoup de femmes qui interviennent dans la vente des sachets de glace. Donc, du coup, ça a impacté sur l'économie sociale de la région, de la commune de Kédougou, mais également de façon générale sur le commerce. Parce que tous les commerçants également qui importaient, entre guillemets, les marchandises de Dakar avaient presque mis leurs chauffeurs en chômage parce qu'ils n'arrivaient plus à écouler leurs marchandises au niveau de la région. Donc, ce qui veut dire que la grande consommation des matières premières, mais également des matières manufacturées, était au niveau des sites d'orpaillage. Donc, ça prouve aujourd'hui que c'est une activité qui est incontournable, donc qui peut lutter grandement à la pauvreté au niveau national, mais également au niveau régional, et participer même au développement des localités. Aujourd'hui, les orpailleurs de plus en plus investissent dans le bâtiment, investissent dans le transport.
Donc ça, c'est bénéfique. Peut-être l'État ne peut pas prendre en charge toute cette question-là. Donc cette partie de la population est obligée de prendre ça en charge. Donc les femmes aussi aujourd'hui mènent des activités autour de cette activité de façon directe et de façon indirecte et qui, comme il y a quelqu'un qui l'a dit lors de son intervention, la plupart des dépenses au niveau familial sont entretenues par les femmes. Les enfants sont entretenus par les femmes à l'école, donc qui assurent leur fourniture, qui assurent le lavage de voilà, leur entretien de façon générale, quoi. Donc, c'est dire que c'est une activité aujourd'hui qui a besoin d'être encadrée. Ça, c'est tout le bénéfice que l'État peut en tirer en termes de stabilité sociale, en termes de développement économique et social. Voilà ce que je voulais apporter en termes de bénéfices. Donc, beaucoup de gens parlent, surtout bon, des détracteurs, ils parlent des effets négatifs de l'orpaillage. Ce que je disais un jour, si vous recherchez l'orpaillage dans les différents sites de recherche, vous ne voyez que des conséquences environnementales néfastes, des conséquences sanitaires néfastes. Mais les gens oublient l'aspect positif, qui est celui vraiment contre la pauvreté et le chômage des jeunes dans ces localités-là. Donc, et dans les pays environnants. Donc, un petit pays minier comme le Sénégal, surtout côté aurifère, qui accueille presque près de 26 nationalités. Donc, vous voyez ce que ça fait en termes de retour. Merci. Merci beaucoup, M. Sow. J'ai passé presque l'avant-dernière diapo parce qu'on est presque à 9h30. Chez vous, c'est 11h30. Et nous avons un rendez-vous au Georgetown, Guyana, dans une demi-heure. Donc, OK. Au point 4, c'était, bon, je crois qu'on a reconnu le fait qu'il faut promouvoir, et promouvoir le rôle bénéfique que les femmes jouent dans les ASM. Et puis, cela aussi est aussi notre rôle de remettre en question les règles et les pratiques du secteur minier qui accentuent l'inégalité des sexes. Babi en avait parlé, Yves aussi en avait parlé. Et, bon, s'attaquer à la double charge des femmes, en fait, parce que, bon, elles sont sur les sites d'orpaillage, elles sont aussi à la maison. C'est elles qui ont la lourde tâche de faire marcher qui ont la lourde tâche de faire fonctionner le foyer. En fait, elles ont une double casquette et pour une rémunération infime, surtout les facteurs soit matériels, financiers ou même affectifs. Voilà. Donc, maintenant, alors, nous allons maintenant le point 5. Vu le temps qui passe, alors moi, comme on avait dit au début, on avait dit qu'il fallait capaciter les femmes pour qu'elles puissent participer à la vie de commune par l'alphabétisation, le leadership, la mutualisation de leur effort et aussi la prise de parole. Parce que souvent, dans les conseils régionaux où il y a le fonds minier de développement locaux, elles ne prennent pas la place qui leur est due. Donc, il faut qu'on apprenne à être leader et à prendre la parole. Bon, et aussi, au niveau des bon, c'est bon, en fait, il faut dire que nous, maintenant, on ne va plus imposer, on va plutôt aller vers les femmes, faire des débats, des causeries avec elles et identifier leurs besoins pour le choix de leur AGR. Donc, en gros, c'est ce que je voulais dire. Vu le temps, on a un retard de 2 minutes. Et bon, ce n'est que partie remise parce que
il y a un forum qui attend, il y a des participants qui attendent. Là, je ne sais pas si pour la fin, quelqu'un a un mot à dire. Ce n'est que partie remise. C'est certainement en 2022, on va revenir avec des solutions ou des options ou des échanges de bonnes pratiques pour que ces femmes puissent être mutualisées, que leur formalisation et tout un processus puisse vraiment voir le jour. Il y a Martine qui a levé sa main. Martine? Voilà, c'est pour compléter un peu la proposition de Aïda, il y a, comment on appelle, il y a cette formule qu'on appelle les espaces sûrs communautaires. Donc, ça veut dire que c'est une approche qui permet de regrouper les femmes en petits groupes de 15 ou de 25 et d'accentuer un certain nombre de programmes de changement de comportement à leur niveau. Pendant près de 6 mois ou de 3 mois, on a un programme accéléré au profit de ces groupes de femmes-là, qu'on appelle des espaces sûrs communautaires, avec quelqu'un qui est à la tête, qui va donner toutes les compétences nécessaires aux femmes pour pouvoir bien entreprendre. Donc, j'ai vu ici comme rôle, là, quand on parle de, comme on appelle, de former les femmes au leadership, la mutualisation et tout, l'espace sûr communautaire est un espace vraiment qui permet aux femmes d'exprimer leurs besoins. Parce que dans la plupart du temps, on satisfait, vous voyez, la population vulnérable satisfait plus les désirs que les besoins. Vous voyez, le désir en éducation sociale et financière, on fait la part entre désir et besoin. Et lorsque la personne arrive à faire la différence entre ce qui est son désir et ce qui est son besoin, la planification du peu qu'il gagne de sa ressource devient plus facile et plus bénéfique. Donc, moi, je propose, entre autres, la mise en place d'espaces sûrs communautaires au profit des femmes sur l'éducation sociale et financière. Ça, c'est la première fois que j'entends ça et je souscris. Linda, qu'est-ce que tu as vu? On apprend toujours, hein? Espace sûr communautaire. Oui, oui, j'ai noté ça tout de suite. Je trouvais l'idée géniale et vous voyez, tout à l'heure, Yves nous a parlé de comment on demande aux gens d'être formalisés quand le 3/4 de business en Afrique est informel. Mais c'est un processus d'apprentissage, de capacitation qui ne marche pas toujours. Hein, mais cette idée d'espace sûr, ça résonne. Ça résonne avec mon expérience avec des femmes et ça me résonne. Ça résonne en moi. C'est magnifique, ça donne très bien. On l'a fait dans le cadre de la promotion de l'éducation des filles, où on a réuni des filles déscolarisées en espace sûr et on les a permis de reprendre l'école après. Parce qu'il y a un certain nombre d'apprentissages qu'on leur donne et après on place ces filles-là et il y a certaines qui arrivent à reprendre l'école. Et donc on peut le faire du côté des femmes. Oui, du côté des femmes, des espaces communautaires avec un mentor ou une mentor qui est devant, qui coach les femmes pendant un bout de temps. Parce qu'il ne suffit pas d'aller faire une formation et de repartir. Il faut rester avec ces femmes pendant un bout de temps, les organiser et choisir au milieu de la communauté quelqu'un qui va les appuyer. On prend un mentor. Les mentors, c'est souvent des gens qui sont issus de la communauté. Et pour s'assurer qu'on va rester avec ces femmes pendant un bout de temps et contribuer vraiment à changer leur mentalité et changer leur comportement. Martine, on aimerait savoir un peu plus à propos de ça et peut-être parler avec quelques femmes de ces groupes. Espace sûr, ce serait très bien de les inviter un jour et présenter leur expérience de ces genres de groupes. Ça sera avec plaisir. Ce serait bien parce que cette plateforme existe pour les gens qui sont un peu marginalisés. Donc, elle invite tout le monde. Hein. Et même l'expérience de parler devant les autres, c'est parfois un peu difficile, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et nous avons eu quelques femmes qui sont des mineurs qui ont parlé avec le soutien d'Aïda. C'était formidable. Donc, Aïda, je pense que c'est le dernier slide.
Et Oui, c'est bon. on va Oui. essayer de finir pour respecter le temps. Et nous avons un autre forum bientôt, 2 en fait. On a beaucoup à dire avant la fin de l'année. Oui, c'est ça. Mais on va continuer parce que c'est pas qu'on essaie sur la fin, mais on a commencé un processus de contribution, de partage d'expérience, de success story, de recommandations. On a appris beaucoup. Je pense qu'on va continuer sur cette lancée pour un meilleur futur pour les femmes. Tout à fait. Tout à fait. Donc, nous avons une réunion, je pense, le 9 décembre et ensuite peut-être le 14 décembre. Donc, j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer encore cette année ou l'année prochaine. Merci à tous et à toutes. La formalisation, là. Oui, le processus, toutes les étapes avant la formalisation. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris de leur temps. C'était très intéressant. Contribution enrichie. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Allez, portez-vous bien. Merci pour l'opportunité. OK. Merci. Au revoir. OK, au revoir à toutes et à tous. Merci. Merci.